Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des évaluations nationales. Vous savez que si vous avez un enfant au primaire du CP au CM2, eh bien, à partir du lundi 9 septembre, il va devoir passer ces fameuses évaluations dont le ministère est si fier et dont les ministres sont très fiers également. Hier, sur CNews, Jean-Michel Blanquer, qui essayait de défendre son bilan, est revenu sur ces évaluations comme si c'était vraiment la panacée. Nous avons fait des évaluations de début d'année qui permettent de documenter ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, en début d'année, et d'ailleurs ça va être le moment dans quelques jours, les élèves de CP, de CE1, de CM1, de 6e, de 4e, de seconde sont mesurés quant à leur niveau. Et ça permet toute l'année de personnaliser, ce que vous disiez tout à l'heure, le parcours de l'élève. Alors on commence par le premier axe de ces évaluations, c'est le fameux test de lecture, qui n'est pas un test de lecture, ça s'appelle d'ailleurs un test de fluence. Alors ça ne consiste pas à lire un texte, ça consiste à lire un texte le plus vite possible, sans respecter la ponctuation, ni évidemment l'intonation. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de faire le test vous-même. Si vous lisez normalement le texte qui est proposé, en CM2 par exemple, vous n'arriverez pas à le terminer en 1 minute. C'est impossible. Donc il faut le lire à toute vitesse. L'enseignant est censé barrer les mots qui sont mal lus, mais si l'enfant lit très vite, je vois mal comment on peut réussir à barrer exactement tous les mots qui ont été mal lus. Donc première aberration, on teste le niveau de lecture en s'intéressant uniquement à la vitesse de lecture, ce qui est en contradiction totale avec d'autres pans du programme où on essaie d'apprendre aux enfants justement à mettre le ton, à respecter la ponctuation. Donc tout cela n'a aucun sens. Si on passe maintenant à l'évaluation en mathématiques et en français, le support pédagogique est contestable. Il s'agit d'un cahier photocopié dans lequel l'élève va se contenter d'entourer des bonnes réponses et de remplir des phrases à trous. Il y a très très peu d'exercices dans lesquels l'élève va pouvoir être dans une attitude à la fois proactive et créative, c'est-à-dire être devant une page blanche, la page blanche d'un cahier dans lequel il va devoir structurer à la fois le contenu de sa réponse, écrire des phrases entières ou présenter simplement matériellement, savoir gérer sa page blanche et savoir où est-ce qu'il faut écrire. Il est dans une position passive de remplir un formulaire. C'est un support photocopié, donc c'est un support qui est très pauvre pédagogiquement. Par ailleurs, ces évaluations, elles sont humiliantes. Elles sont humiliantes d'abord pour certains enfants. Il y a bien indiqué dans les consignes que c'est l'enseignant qui remplit le nom de famille de l'enfant et que l'élève, lui, il peut écrire son prénom. Même pour les évaluations de CM2, on demande à l'enfant de n'écrire que son prénom. Le nom de famille doit être écrit par l'enseignant. Ces évaluations, elles sont aussi humiliantes pour les enseignants parce que ce ne sont pas eux qui les corrigent. Les enseignants, je le rappelle, ils ne doivent que saisir les résultats des enfants. Alors bien évidemment, quand ils vont opérer cette saisie, ils vont se rendre compte des erreurs de leurs élèves. Mais ils sont réduits à un rôle purement matériel de saisie de résultats, alors que, me semble-t-il, il existe quand même des outils de lecture optique suffisamment sophistiqués pour qu'une machine puisse faire ce travail à leur place. Ces évaluations sont aussi humiliantes pour les enseignants au regard de leurs objectifs. À quoi servent ces évaluations ? Le ministère nous explique qu'elles sont importantes parce qu'elles servent à donner aux enseignants des repères fiables pour aider les élèves à progresser. Des repères fiables, ça veut dire que le ministère part du principe que l'enseignant est incapable de déterminer par lui-même des repères fiables pour aider les élèves à progresser. Alors ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire que nos enseignants sont incapables de savoir eux-mêmes quelles sont les difficultés et les points forts des enfants.
Mais si c'est le cas, ce n'est pas une évaluation nationale qu'il faudrait faire par année. Ce sont au moins 6 évaluations nationales, 2 par trimestre. Il faudrait en permanence aider l'enseignant, lui montrer, lui mettre devant les yeux des points de repère fiables et lui dire regardez, cet élève-là de CE1, eh bien, il a beaucoup de difficultés à lire très vite sans mettre la ponctuation ni l'intonation. Alors évidemment, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. La vérité, c'est que ces évaluations, elles servent à établir des rapports essentiellement constitués de statistiques qui ne nous apprennent rien. C'est que les élèves des zones défavorisées réussissent moins bien que les élèves des zones favorisées. Ça alors, ils vont nous faire aussi des différences filles-garçons. Alors voilà, les garçons, ça alors, en CM2, réussissent mieux en maths que les filles. Et les filles, ça alors, réussissent mieux l'exercice de compréhension de français. Et donc, chaque année, nous avons de nouveaux rapports, mais qui disent à peu près la même chose que le rapport précédent. Et voilà donc beaucoup d'argent gaspillé pour pas grand-chose. Ce qu'il y a de très inquiétant avec ces évaluations, c'est que on prend les enseignants pour des idiots. Et on les prend pour des idiots à qui il faut expliquer de manière très minutieuse, pas à pas, mot à mot, seconde par seconde, ce qu'il faut faire. Regardez cet exemple. Après la passation, à la fin du dernier exercice, ramasser les cahiers. On redoute peut-être que certains enseignants jettent les cahiers à la poubelle, les brûlent. Vérifier que les informations renseignées sur la couverture des cahiers sont correctes. Je rappelle que sur cette couverture ne figure que le nom, le prénom et la classe. Et alors le meilleur pour la fin, écrire absent sur la couverture des cahiers des élèves. À quoi ça sert? À rien. Ces cahiers, ils sont conservés par l'enseignant qui, je le rappelle, va retranscrire les réponses des élèves sur un portail. Ça ne sert à rien d'écrire absent, le cahier est vide. Évidemment, l'enseignant ne va pas retranscrire des absences de réponses. Donc, on a des consignes de ce type et puis on a aussi des consignes complètement absurdes sur le chronométrage des épreuves. Il faut savoir que dans toutes ces évaluations, il y a des durées complètement surréalistes, c'est-à-dire l'enfant doit travailler en 3 minutes 40, ou il y a des exercices qui durent 29 minutes. Attention, c'est 29, c'est pas une demi-heure. Mais le pire, après tout, pourquoi pas? On peut dire que c'est 29 minutes. Mais le pire, c'est que l'enseignant doit annoncer aux enfants la durée dont ils ont besoin. Et donc l'enseignant doit dire, vous disposez de 3 minutes 40, de 4 minutes 30, de 29 minutes. Mais à aucun moment, on ne dit aux enfants qu'ils doivent apporter une montre, mais même plus un chronomètre, parce que calculer 3 minutes 40 avec une montre, c'est pas évident. De même, la pendule, qui est peut-être accrochée sur le mur de la classe, c'est quand même pas facile de calculer 3 minutes 40 quand vous avez en plus le stress de l'exercice. Donc, à aucun moment on ne précise que les enfants sont équipés d'un chronomètre ou qu'ils doivent en apporter un. Et puis même dans la petite vidéo que vous trouvez sur YouTube et sur le site du ministère à destination des parents et des enfants, on vous explique étape par étape comment va se dérouler cette évaluation. On vous dit même tout va bien se passer. En réalité, on sait que c'est faux puisqu'il y a des enfants qui ratent l'évaluation, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Il n'y a pas un moment dans cette vidéo où on dit les épreuves sont limitées dans le temps et il faut apporter un chronomètre. Alors si on s'en fiche du temps, eh bien à quoi ça sert de demander à l'enseignant de dire vous avez 3 minutes 40? Donc là encore, on sent des personnes qui n'ont pas été dans une salle de classe mais depuis des années. C'est pas possible. On sait bien que des enfants de CM1, de CM2 n'ont pas tous une montre à leur poignet et donc on a des évaluations qui sont faites par des gens incompétents. Alors maintenant, que faire avec ces évaluations?
Je vais m'adresser d'abord aux enseignants, ensuite aux parents. Si vous êtes enseignant et que vous n'avez pas envie de vous mettre votre inspecteur à dos, eh bien vous pouvez souhaiter faire cette évaluation, en tout cas saisir les réponses des élèves sur le portail dédié. Moi, ce que je vous propose, c'est de retranscrire ces évaluations et en faire des supports pédagogiques intéressants, c'est-à-dire des supports pédagogiques dans lesquels l'enfant va écrire des phrases complètes, dans lesquels l'enfant va tracer des figures mathématiques et non pas simplement entourer une bonne figure, des supports dans lesquels l'enfant va écrire l'énoncé en entier et la réponse. Donc on peut tout à fait transformer cette évaluation en quelque chose d'intéressant à faire dans un cahier. Si vous voulez savoir pourquoi je défends autant les cahiers par rapport aux supports photocopiés, je vous renvoie à mon livre. Mais cette transformation, ça va vous permettre, et bien ensuite, ça va vous prendre du temps, mais ça va vous permettre de dégager les réponses des élèves et de les retranscrire sur le portail. Comme ça, vous aurez rempli votre mission vis-à-vis de l'éducation nationale, mais surtout, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, vous aurez vraiment fait travailler les enfants. Ils n'auront pas rempli un formulaire, ils auront travaillé sur un cahier et je pense qu'ils seront beaucoup plus fiers de leur travail. Pour les parents, maintenant, s'il y a une réunion de rentrée à laquelle vous pouvez assister, c'est l'occasion de poser gentiment, bien sûr, quelques questions sur ces tests. Comment ils vont se dérouler ou comment ils se sont déroulés? Est-ce que les enfants ont un chronomètre? En quoi consiste le test de lecture? Est-ce que les épreuves ressemblent à des QCM, etc. Et en fonction des réponses qui vous seront apportées, eh bien vous pourrez voir si l'enseignant mène un vrai travail pédagogique intéressant avec ses évaluations ou si bien, il se contente d'appliquer les consignes du ministère. Et ça peut être aussi l'occasion pour vous bien, de voir si vous devez aider votre enfant, l'évaluer de votre côté, le soutenir de votre côté, ou s'il est plutôt dans les mains d'un enseignant dynamique et conscient des limites de ces évaluations qui sont, je le répète, un vrai scandale, comme à peu près tout ce que nous propose le ministère aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout partagez-la avec des parents, partagez-la avec vos collègues. Il y a beaucoup à faire en matière d'éducation. Vous savez, on fait des reproches aux parents qui ne sont pas assez sévères, on fait des reproches aux enseignants qui ne le sont pas non plus, mais rarement on fait des reproches à l'institution, le ministère lui-même, et c'est bien le ministère qu'il faut combattre.